Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 144, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Cette fois-ci, on a pas mal de news aujourd'hui, ou plutôt cette semaine-ci, notamment avec le nouvel iPhone, OnePlus aussi qui a annoncé, ou plutôt sorti son téléphone officiellement, on va dire. Vous avez aussi des news sur les cartes mères en B550 et des reviews sur les derniers ordinateurs portables, ou plutôt les derniers processeurs d'ordinateurs portables de chez Intel. Donc on va pouvoir comparer justement avec ce qu'a sorti AMD récemment et d'autres petites news par-ci par-là, ainsi qu'une news de la chaîne. Ça peut être important. Du coup, la première grosse news qui a fait pas mal d'échos hein, sur Internet, je pense que vous en avez déjà vu pas mal, c'est sur ce fameux iPhone SE. Non, pas celui qui est sorti avant, le nouveau iPhone SE. Apple, qu'est-ce que vous avez avec les noms, je vous jure. Enfin bref, ce nouvel iPhone SE est là pour remplacer justement l'iPhone SE qui était sorti là pas mal d'années en réalité. Donc, un peu comme le premier iPhone SE, le premier iPhone SE c'était un peu genre Apple prenait le châssis, donc l'extérieur et même tout le châssis d'un iPhone 5S, mettait une puce beaucoup plus récente dedans et puis pouf, il faisait un petit peu un mixte de plusieurs téléphones et il sortait un téléphone avec un format que les gens aimaient bien par le passé, mais avec justement un intérieur update. Eh bien, ils ont fait un peu la même chose ici. Sauf que là, malheureusement pour beaucoup de gens, je pense, on quitte le format 4 pouces que beaucoup de gens aimaient. C'est pas pour tout le monde, hein, clairement, mais on le quitte et on passe à l'écran 4,7 pouces que vous avez sur l'iPhone 8. Parce qu'en fait, cet iPhone SE est un iPhone 8 avec justement son intérieur remis à jour. Enfin, en partie. C'est un peu comme l'iPhone SE. En gros, vous avez l'extérieur le châssis d'un iPhone 8, justement. Ça veut dire que l'iPhone 8, d'ailleurs, a disparu de la vente. Enfin, vous en trouverez toujours en réalité. Et il devrait baisser de prix, justement. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Mais ça veut dire que, techniquement, vous avez l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus qui disparaissent. Et vous avez juste l'iPhone SE. Donc, pour ceux qui voulaient justement le modèle Plus avec Touch ID, vous ne l'avez plus. Donc, il y a déjà ça. Donc, vous avez tout le châssis, vous avez Touch ID et tout ça. Donc, pour ceux qui aiment bien justement Touch ID, vous avez le même écran de 4,7 pouces. C'est le même écran d'ailleurs. Ils l'ont un petit peu update. Donc, ils ont justement update certainement un petit peu déjà le driver derrière, enfin la façon dont ils le contrôlent un petit peu parce qu'ils ont rajouté certaines de leurs nouvelles technologies comme True Tone et tout ça. Après, c'est plus du logiciel. Ici, ça ne requérait pas forcément beaucoup de hardware pour faire fonctionner. Euh, mais ils ont quand même fait des petites mises à jour. Ils en ont profité aussi pour enlever le 3D Touch. Donc ça, il y a certaines personnes qui vont moins aimer. Et après, vous avez aussi évidemment maintenant la nouvelle puce A13 dans cet iPhone SE. Donc c'est la même puce que vous avez dans l'iPhone 11 ou dans l'iPhone 11 Pro. Et ça, je pense que c'est justement ce qui a fait le plus parler de cet iPhone SE. C'est vous avez une puce A13 dans un smartphone beaucoup moins cher. Pourquoi beaucoup moins cher? Parce que ce smartphone commence à 399 dollars aux États-Unis. Évidemment, en Europe, c'est un peu plus cher parce qu'on paye. Enfin, eux, c'est toujours le prix sans TVA. Donc, nous, avec TVA, c'est genre 480 euros, si je me souviens bien. C'était dans ces environs-là. Et à mon avis, je pense que le plus intéressant pour certaines personnes, c'est que vous pourrez certainement l'avoir chez n'importe quel fournisseur d'accès, enfin, fournisseur de services téléphoniques pour à mon avis, pas trop cher avec des abonnements relativement raisonnables. Et ça, c'est un assez gros point. Et vous avez une puce A13. L'extérieur, voilà, hein, ça reste l'iPhone 8. Et aussi une caméra update. Donc, ouais, c'est plutôt intéressant. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, waouh, limite, c'est une révolution. Je suis un peu moins, on va dire, aussi intéressé que ça personnellement parce que soyons honnêtes, vous pouvez acheter un iPhone 7 qui reste relativement bon, hein, franchement, pour 300 euros. Vous pouvez acheter un iPhone 7 reconditionné pour dans les 200 euros si vous voulez vraiment. Et vous pouvez même trouver, si vous avez de la chance, des iPhone 6S qui ont basiquement le même design, évidemment une moins bonne caméra, enfin légèrement moins bonne caméra, enfin quand même moins bonne caméra et une moins bonne puce dedans, mais pour moins de 200 euros. Et du coup, je suis en mode, il y a beaucoup de gens qui regardent ça comme genre un iPhone accessible. Je suis en mode, mais il y avait déjà des iPhones accessibles. C'est juste qu'il fallait aller un petit peu plus loin, hein, prendre des plus vieux. Mais si vous aimez bien les iPhones, c'est pas parce que genre
Je pense que les gens qui aiment bien les iPhones, c'est pas parce qu'il a la meilleure puce au monde dedans ou autre chose. Vous aimez l'iPhone pour ce qu'il est, vous voyez? Donc ouais, il y avait déjà du choix à ce niveau-là. Donc je crois pas qu'il va faire autant de remue que ça, même s'il va être certainement beaucoup vendu, hein, faut pas déconner. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dû acheter des iPhone 7 ou autre chose pour 300 € et qui, voilà, ça leur convient parfaitement. Évidemment, il y a de moins en moins de stock au vu du fait que il est de plus en plus vieux. Euh, il y a aussi l'iPhone 8 du coup qui devrait être moins cher vu que, évidemment, vu que cet iPhone SE arrive, l'iPhone 8 disparaît. Donc, il est même plus en vente ni rien. Donc, ouais, ça veut dire que les fonds de stock d'iPhone 8 devraient être vendus pour moins cher. Après, comme l'iPhone 8 était plus cher que cet iPhone SE, ça va être un peu bizarre. Peut-être qu'il va être au même prix ou autre chose. Je dirais qu'il devrait arriver moins cher. Ou j'ai heurté le micro. Il devrait être moins cher. Mais bon, on verra bien. Et puis, enfin, c'est à peu près tout, honnêtement. C'est un téléphone intéressant. Surtout cette puce A13. Je pense que c'est vraiment la force, en fait. C'est ici la puce A13. Parce que le reste, honnêtement, c'est quelque chose qu'on connaît depuis pas mal d'années. C'est aussi, par exemple, la batterie. Je pense que ça, c'était le plus décevant. C'est une batterie de 1800 mAh. Donc oui, c'est la même batterie que l'iPhone 8. Vous aurez de la meilleure batterie que l'iPhone 8 parce que forcément, vous avez une puce plus efficace dedans. La puce A13 est gravée en 7 nanomètres et du coup consomme beaucoup moins d'électricité pour au final être beaucoup plus puissante. Mais ça reste une batterie de 1800 mAh. Et des fois, vous ne pouvez pas défier la physique. 1800 mAh, c'est quand même pas grand-chose. Même si cette puce A13 est suffisamment efficace pour donner l'impression que c'est un téléphone avec une batterie de 3000 mAh, vous avez des téléphones maintenant, et même Apple en sort des téléphones qui ont des batteries de pratiquement 4000 mAh et des téléphones Android qui vont jusqu'à 5000, voire même 6000. Donc ouais, ça je pense que c'est pas le point fort de ce téléphone selon moi. Il aura une bonne batterie, surtout comparé à l'iPhone 8, mais pas non plus incroyable. On change de registre totalement avec le OnePlus 8 aussi qui a été annoncé. Vous avez le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Ici, c'est une petite review du OnePlus 8 Pro pour un petit peu illustrer, vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc, parlons d'abord un petit peu des specs justement. Bon, c'est classique, hein, 2020, Snapdragon 865, 8 à 12 Go de RAM. Ça dépend justement quelle version un peu vous prenez. Vous avez sur le modèle Pro un écran de 6,78 pouces en 1440p, mais un peu plus haut, il faut en tenir compte. 120 Hz OLED et qui a apparemment un excellent écran. C'est un point de présentation qu'ils ont beaucoup insisté, genre qu'il est certifié, il est incroyable et tout ça. Je n'en doute pas. Hein. Nous avons aussi une batterie de 4510, oui, c'est très précis, milliampères. Et puis évidemment différents types de stockage et tout ça. Et globalement, cet iPhone 8 Pro, en tout cas, le Pro, est très similaire à l'iPhone 7 Pro d'un point de vue extérieur. Vous avez un peu le même genre de philosophie de design. Vous avez toujours cet écran courbé que certaines personnes aiment et certaines personnes n'aiment pas. Et par contre, là où vous avez le plus de différence, c'est à l'avant. Donc vous avez, oui, un écran avec une caméra frontale percée dans l'écran. Donc, la caméra pop-up disparue. J'en avais déjà parlé, mais certainement, et c'est une des nouveautés, ce téléphone est certifié, en tout cas le modèle Pro est certifié IP68, et du coup, c'est certainement que il ne pouvait pas avoir la pop-up et être certifié IP68 parce que une caméra pop-up, ça introduit plus facilement la possibilité à l'eau de rentrer quelque part, et du coup, je suppose que oui, il ne pouvait pas avoir la certification avec, tout simplement. Après, et je l'avais dit un petit peu avant, moi j'ai un peu l'impression que c'est un meilleur téléphone et apparemment ils ont pas mal amélioré la qualité photo et ça c'est quand même quelque chose de non négligeable. Ils ont aussi d'ailleurs leur nouveau capteur principal est assez énorme, il est aussi gros que ce que vous avez sur le Galaxy S20 Ultra, sur son capteur principal. Il n'a pas autant de mégapixels mais on s'en fiche, ça veut dire que ici il est aussi gros physiquement donc il capture plus de lumière. Il a le même genre de problème aussi du fait que, comme le capteur est plus gros, mais que vous êtes coincé aux mêmes apertures en permanence, et c'est l'aperture évidemment le plus ouvert possible, vous avez plus facilement du flou que vous ne pouvez pas contrôler. Donc par exemple, moi, si je m'éloigne là, je deviens flou. Si je me rapproche, vous voyez, je suis un peu flou ici.
Eh bien ça, vous aurez le problème avec ce téléphone. Si vous photographiez quelque chose de proche, vous aurez l'arrière de cette chose flou, l'avant net, le très à l'avant un petit peu flou. Donc il faudra faire un petit peu attention, surtout si vous voulez prendre des photos de près. Et ou sinon, ben, c'est toujours le même genre de logiciel qu'on aime bien chez OnePlus, très optimisé, très léger, tout ça. Et toutes les un petit peu gimmicks de OnePlus, le slider, justement le petit bouton slider pour mettre en silencieux, vibreur ou sonnerie normale, et tout le tralala qui va derrière. Vraiment, la vraie grosse mise à jour que je vois ici, moi, c'est évidemment les specs internes et la caméra. C'est vraiment ça que je vois qu'ils ont le plus travaillé ici, et un petit peu de batterie par-ci par-là. Alors, encore une fois, personnellement, je suis un peu en mode... c'est un peu une downgrade, une upgrade à la fois, ça dépend qui vous êtes. Mais le plus gros point selon moi qui pose problème, c'est que le OnePlus 8 Pro démarre à 899 $. Et on peut aller voir, j'ai mis la page ici, ça c'est en Belgique notamment. C'est aussi d'ailleurs 899 €, donc merci à eux d'avoir le même prix, comme ça c'est clair et net. Donc 899 € pour justement ce OnePlus 8 Pro. Et pour information, c'est une augmentation de 150 € par rapport au OnePlus 7 Pro, justement. Donc, au final, je suis un peu en mode, ouais, on a des meilleurs specs, on perd ou on gagne selon comment vous le voyez, parce qu'on passe d'un écran 90 Hz à 120 Hz, mais on perd justement la caméra pop-up que certaines personnes peut-être préféraient. On gagne la 5G, mais soyons honnêtes, en ce moment, ça sert à rien. Mais le prix augmente de 150 €. Du coup, je suis en mode... je suis un peu partagé. Je suis un peu en mode... Oui, c'est techniquement un meilleur téléphone, mais il est plus cher. Donc, oui, il est meilleur, mais plus cher. Donc, au final, t'es en mode... Ben oui, c'est normal qu'il soit meilleur, vu qu'il est plus cher. C'est pas vraiment une upgrade. C'est plus, selon moi, un autre téléphone encore différent. Vous voyez, c'est plus une version encore plus, quelque chose dans le genre. Donc, ouais, je suis assez partagé là-dessus. Euh, Mais celui qui m'a le plus déçu au final, entre guillemets, parce que ce OnePlus 8 Pro ressemble assez bien au 7, celui qui m'a le plus déçu, c'est le OnePlus 8 tout court, qui lui a toujours un écran 90 Hz d'ailleurs. Vous avez évidemment une upgrade vers le Snapdragon 865. Vous avez une upgrade au niveau caméra, c'est très important, c'est la plus grosse upgrade encore une fois, c'est la même chose ici. Mais aussi vous avez une upgrade au niveau de l'écran. Donc là, un petit peu comme, et je vais zoomer un petit peu, un peu comme le OnePlus 8 Pro ici, où ils sont très contents de l'écran, ben, ils ont décidé un petit peu de mettre à jour un petit peu l'écran justement du OnePlus 7T, parce que le OnePlus 8 ici remplace le OnePlus 7T. Et l'un des plus gros problèmes, entre guillemets, c'est justement le fait que ben, c'est un meilleur écran, bien meilleur écran. Vous avez la caméra toujours avec un trou dans l'écran, mais le OnePlus 7T avait une notch au-dessus, donc c'est similaire, on va dire. Je dirais même c'est peut-être un petit peu mieux ça. Mais un truc qui m'a déçu personnellement, c'est qu'il a un écran courbé maintenant. Donc il est moins courbé, enfin, c'est un peu bizarre. La courbure apparemment est beaucoup plus agressive sur le côté, mais il y en a quand même une par rapport au OnePlus 8 Pro. Et du coup, ben, pour ceux qui voulaient un écran plat, justement, entièrement plat, ben, il n'y en a plus. Et en plus de ça, vous avez une augmentation du prix de 100 €. Et donc, ça veut dire que le OnePlus 7T existe toujours à 599 €. Et encore une fois, je suis en mode, ok, alors c'est une upgrade, mais il coûte plus cher. Et du coup, je suis en mode, même maintenant, si vous arrivez, quelqu'un est en mode, je veux un nouveau smartphone OnePlus. Et il regarde, il peut honnêtement hésiter entre le OnePlus 7T et le OnePlus 8. Il peut se dire, ouais, le OnePlus 7T est moins cher, il reste relativement bon, il a un Snapdragon 855 Plus, il a un écran plat, ce que je préfère et tout ça. Mais le OnePlus 8, lui, a justement des meilleures caméras, meilleures images au niveau de la photo. Et du coup, il peut vraiment hésiter. Alors que normalement, il devrait être mieux, en fait. Vous voyez, il devrait juste être au même prix, mieux. Et pourtant, non, c'est pas le cas. Donc, je suis un peu partagé. Je pense que c'est officiel, on le savait depuis quelques générations maintenant avec OnePlus, mais OnePlus n'est plus le OnePlus qu'on connaît d'avant. Moi, j'ai suivi OnePlus depuis tout début avec le OnePlus 1 et tous les autres téléphones OnePlus qu'ils ont fait. Et je vous rappelle que les premiers téléphones OnePlus étaient à 300 €.
Et là, leur téléphone le moins cher coûte 599 € et leur dernier téléphone le plus récent, le moins cher, coûte 699 €. Et Apple, à côté de ça, a sorti un téléphone à 480 €. Donc, on existe dans un monde actuellement où Apple vend un téléphone neuf avec des specs intérieurs à jour moins cher que OnePlus. Si vous aviez dit ça à quelqu'un en 2016, il ne vous aurait jamais cru. Il ne vous aurait vraiment jamais cru. Du coup, ouais, je suis assez sûr que c'est des très bons téléphones. Je pense que par exemple, l'une des forces de OnePlus, c'est au niveau logiciel, ou juste, c'est un peu la Apple d'Android. Ils ont un logiciel extrêmement bien optimisé, très léger, excellent. Ils ont un rattrapage énorme au niveau de la caméra, certainement, même si, selon les premières impressions, c'est très bon, mais c'est pas encore le meilleur, on va dire. Mais c'est très bon, donc ça, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, ça devient des smartphones haut de gamme. Vous voyez, ils rejoignent le même créneau de prix que n'importe quel autre constructeur de smartphones haut de gamme. Et donc, soyons honnêtes, personnellement, c'est toujours intéressant, mais c'est un peu dommage parce que OnePlus, selon moi, c'était toujours la possibilité d'avoir un téléphone pour pas trop cher. Et c'est pour ça que, selon moi, j'ai envie de traiter plus sur la chaîne des téléphones moins chers que ça. Parce que vraiment, quand vous voyez, il y a des téléphones à 300 € qui font 80% de tout ça pour 2 fois moins cher. Vous voyez, pour 50% du prix. Donc, ouais, ça devient compliqué. Après, évidemment, chacun un petit peu ce qu'ils veulent. Je pense que c'est quelqu'un qui voudrait acheter un OnePlus 8 ou un OnePlus 8 Pro recherche plus, c'est un logiciel clean Android et une bonne caméra. C'est les 2 points les plus importants qu'il vous faudrait. Si vous en fichez de ces deux-là, il y a d'autres téléphones. J'en profite pour faire du coup un parallèle. Je vais mettre à part dans la truc. J'ai envie de lancer un petit peu le débat justement là-dessus. C'est que on voit beaucoup, je regarde beaucoup de chaînes YouTube, notamment MKBHD, tout ça, et beaucoup de chaînes YouTube aussi de personnes qui reviewent des smartphones. Et bien souvent, mais la plupart des smartphones qu'ils traitent, c'est les énormes smartphones haut de gamme. Et je trouve ça un peu dommage en fait, parce qu'il y a plein de smartphones milieu de gamme qui méritent d'être plus traités. Vous avez par exemple le Xiaomi ou Xiaomi, ou peu importe comment vous le prononcez, Redmi Note 8, qui était sorti fin d'année dernière. C'est un smartphone avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Vous avez un Snapdragon 625, si je ne m'abuse. Pas le meilleur, mais un assez bon quand même processeur. Et ce téléphone coûte 153 €. Genre 153 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, la caméra ne sera pas aussi bonne que le dernier Galaxy S20 ou le dernier OnePlus 8 même. Mais pour quelqu'un qui est en mode... ouais, la caméra, c'est bien, mais j'ai pas envie de mettre 600 € pour juste une caméra. Ça peut être un très bon smartphone. Vous avez aussi des anciens, je pense que ça c'est aussi une stratégie très bonne, c'est prendre des anciens haut de gamme. Un peu comme avec l'iPhone, vous pouvez prendre un iPhone 7 pour 300 €. Et pour ceux qui adorent les iPhones, ça reste un bon prix. Et à côté de ça, vous avez d'autres téléphones haut de gamme qui baissent en prix. Vous avez notamment l'Asus ROG Phone 2, qui lui ils avaient une version, c'est un peu particulier, ils avaient une version avec seulement 128 Go de stockage qui vendait genre 700 €. Et ils ont fait une V2 où ils le vendent maintenant 599 €, même sur LDLC. Donc, à mon avis, il y aura un moyen de le trouver encore moins cher sur d'autres sites. Parce que le DLC a tendance à être un peu plus cher. Et c'est le même smartphone. C'est 128 Go de stockage et tout ça. La seule différence, apparemment, c'est qu'il n'y a pas le ventilateur fourni, le petit ventilateur qu'ils mettent dans la boîte. Et je suis en mode, ouais, ça sert à rien. Et c'est un téléphone avec un Snapdragon 855 Plus, 6000 mAh de batterie et surtout un écran 120 Hz. Vous voyez, cet écran 120 Hz que tellement de marques mettent en avant dans leur dernier smartphone haut de gamme de 2020 comme étant une révolution et justifiant le prix de 800 €, 900 €, 1000 € ou autre chose. Et je suis en mode, non, vous pouvez l'avoir pour moins cher. Et il y en a encore d'autres de téléphones gaming qui vont sortir avec des Snapdragon 865 qui coûteront certainement moins cher, encore une fois. Donc ouais, je suis juste en mode, est-ce que ça vaut la peine vraiment de mettre autant d'argent pour des smartphones? Non, soyons honnêtes, vraiment non. Même pour la caméra. Parce qu'encore une fois, si vous voulez juste un téléphone avec une bonne caméra,
Vous avez le Pixel 3a qui est en solde parce que le Pixel 4a arrive. Et ce Pixel 4a sera certainement autour de 400 € avec une caméra digne d'un smartphone qui vaut 1000 €. Donc ouais, c'est juste... Au final, ouais, les téléphones moyen de gamme, les anciens téléphones haut de gamme qui sont du coup baissés de prix, selon moi, suffiraient à 95% des gens. Et même encore, franchement. Je vois vraiment plus beaucoup d'intérêt d'acheter un nouveau smartphone haut de gamme. À part s'il était sorti l'année dernière et qu'il a baissé de prix, encore une fois. Donc ouais. Qu'en pensez-vous, justement? Ok, on passe à des news hardware totalement différentes ici. Notamment avec, justement, on a des reviews des ordinateurs portables avec les nouveaux processeurs Intel. Et alors, il y a pas mal de choses à dire, notamment, vous avez la nouvelle existence de ce Core i7 10875H, c'est compliqué comme nom, qui est, je vous rappelle, passé à Weaker maintenant, avec une fréquence un petit peu moins bonne forcément vu qu'il a Weaker, mais qui est un processeur plutôt intéressant et qui remplace en partie un processeur que vous voyez beaucoup sur l'ancienne génération, qui était le i7 9750H. Et personnellement, j'ai même un ordi portable avec le i7 9750H. Le problème avec ce i7 9750H, et je vais arrêter de le dire, c'est que vous pouvez l'avoir sur un ordi portable à 1000 € et vous pouvez l'avoir sur un portable à 2000 €. Et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre d'avoir exactement le même processeur entre deux ordi portables qui sont totalement différents. Ici, maintenant, vous avez un modèle en plus qui va permettre un petit peu de faire la liaison entre le haut de gamme et le moyen de gamme, on va dire. Donc ce Core i7 10875H, justement. Du coup, il y a Hardware Unbox qui a fait une très bonne vidéo avec un Gigabyte Aorus 15G, avec justement ce fameux processeur. Enfin non, c'était encore... Non, ils ont fait les deux reviews, il me semblait. Ah oui, alors ils se sont trompés parce que j'ai vu la review et normalement ils avaient le 10075H. Ouais, c'est même dans le titre. Donc ouais, ces vidéocartes se sont trompées. Donc ouais. Dans tous les cas, leur vidéo, et je vous invite à la voir, je vous la mettrai dans la description si je n'oublie pas, mais sinon je vous mettrai le lien de ce site-là, vous pouvez cliquer dessus et vous tombez directement dessus. Dans leur vidéo, ils sont en mode, ouais, c'est un bon processeur, mais le truc c'est que vous ne l'aurez pas dans des ordis à 1000 €. Vous l'aurez dans des ordis à 1800 €. Et pour 1800 €, vous avez le nouveau, justement, 4900H de chez AMD, qui est leur méga gros Weaker, avec une très bonne fréquence, plus de 3 GHz, hein, comparé à Intel ici, qui a de base 2,3, mais qui peut booster plus haut. Et juste, la conclusion, c'est que en gros, oui, ils sont meilleurs. Il y a une petite upgrade au niveau des performances et tout ça, mais ils sont pas incroyablement mieux que l'ancienne génération, les i7 9000 étaient. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, ouais, Intel a techniquement baissé un petit peu les prix parce que du coup, vous avez un Weaker pour moins cher, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit tout simplement pas. Donc ouais, je vous invite à regarder un petit peu toutes les différentes reviews. Il nous faudra plus d'ordinateurs de chez AMD portables équipés de processeurs AMD pour vraiment avoir encore plus de comparaisons. Notamment, on attend toujours qu'il y ait deux ordi portables AMD, Nvidia avec la même carte graphique pour qu'on puisse vraiment les comparer. Même châssis d'ordi portable serait idéal. Imaginez deux ordis, par exemple Asus ou MSI ou Gigabyte, qui ont le même châssis, les deux mêmes cartes graphiques, mais il y a juste le processeur qui change. Là, on pourrait vraiment comparer justement directement ces deux ordis, surtout si c'est le même écran et tout. Donc on verra bien. Dans tous les cas, ouais, on s'en doutait un petit peu que ça allait être une petite upgrade, certainement une petite baisse des prix par-ci par-là, mais pas non plus une révolution, et c'est le cas. Donc maintenant, on en arrive à une situation où on a le choix, et c'est ça qui est bien, c'est que vous allez avoir beaucoup de choix. Si vous deviez changer d'ordi portable depuis pas mal de temps, vous allez avoir du choix. Ensuite, on a une news justement sur ces fameuses B550 de chez AMD qu'on attend depuis pas mal de temps. Donc je vous rappelle, c'est des cartes mères qui sont censées être des cartes mères entrée de gamme, moyenne de gamme, qui supportent pleinement les Ryzen 3000 et surtout apportent le support du PCI Express 4.0 à un prix inférieur. Et ça commence à arriver. Du coup, apparemment, pour la date d'arrivée, ce serait en juin.
C'est une rumeur, hein, donc le 16 juin, par exemple, ici, qu'ils disent. On verra bien. Une chose est sûre, moi, je les attends avec impatience parce que c'est selon moi les plus intéressantes. J'aime bien, les cartes mères en X570 sont intéressantes, mais elles restent relativement chères. Les cartes mères en X470 et B450 sont intéressantes aussi, mais elles ne supportent pas le PCI Express 4.0. Donc, si vous voulez vraiment un PC future-proof, vous êtes obligé de passer au X570 qui coûte plus cher. Du coup, ça va permettre de combler justement ce trou et d'avoir une bonne option justement pour ceux qui veulent un ordi pas trop cher pour mettre un Ryzen 3600, mais qui ne perdent pas justement le support du PCI Express 4.0 qui va devenir important parce que c'est sûr et certain que vous allez avoir de plus en plus de cartes graphiques qui en ont besoin. Il y en a déjà techniquement une qui en profite. Alors c'est particulier, mais vous avez la 5500 de chez AMD, la 5500 XT si je me souviens bien, qui du coup est un peu particulière parce techniquement elle n'utilise pas, elle utilise le full slot PCI Express, donc tout le slot, vous voyez, physiquement elle rentre en entier dedans, mais physiquement sur la carte, en fait, ils n'ont branché que 8 lignes. Donc ça, c'est un PCI Express 16 lignes. Donc c'est-à-dire qu'il y a 16 lignes, en quelque sorte, qui le raccordent directement. Il y a 16 lignes PCI Express qui raccordent au processeur. Et cette carte n'en utilise en réalité que 8. Et le truc, c'est qu'en la limitant à 8, si vous la mettez dans une carte mère avec du PCI Express 3.0, vous perdez un petit peu en performance. Réellement. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu limitée par ces 8 lignes PCI Express. Mais si vous la mettez dans une carte mère en PCI Express 4.0, 8 lignes de PCI Express 4.0, c'est comme 16 lignes en 3.0, et du coup, ça lui suffit amplement. Du coup, on a déjà techniquement une carte graphique, mais c'est plus un petit peu de la faute d'AMD, selon moi. Mais plus tard, par exemple, les futures RTX 3080 Ti, certainement qu'elles s'appelleront, vont certainement être en PCI Express 4.0, et elles pourraient réellement en profiter. Ça dépend un petit peu le boost de performance, mais elle pourra en profiter. Après, tenez compte quand même, et je le dis souvent aux gens qui justement attendaient le PC Express 4.0 pour moins cher, le truc reste quand même qu'il faut noter, c'est que par exemple la RTX 2080 Ti, qui est une très bonne carte graphique, très puissante, elle n'a pas besoin du PC Express 4.0. Vous pouvez la mettre sur seulement du PC Express 3.0 en x16, ça lui suffit amplement. Et c'est seulement en la passant avec 8 lignes, justement, qu'elle devient un peu plus bridée. Mais sinon, ça va encore. Du coup, ouais, le truc, c'est que il y a des gens qui attendent justement cette carte mère pour que ce soit moins cher. Mais si vous n'avez pas l'argent pour une carte mère X570, vous n'avez pas l'argent pour une RTX 2080 Ti, vous voyez. Et du coup, vous n'atteindrez pas cette limite, en quelque sorte. Après, il faut voir un petit peu ce que fait. Vous voyez, comme j'ai dit, par exemple, si AMD continue de faire ça, ou si Nvidia le fait aussi dans le futur, de faire une carte avec qui utilise seulement 8 lignes PCI Express, mais qui utilise pourtant le full slot, on pourrait arriver dans des situations où vraiment il faudrait une carte mère en PCI Express 4.0. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir de toute façon l'option qui arrive, comme ça il y aura plus de débat, il y aura plus de est-ce que je prends du X570, mais de toute façon je ne vais pas jamais prendre une carte graphique hyper haut de gamme, donc est-ce que ça justifie d'avoir le PC Express 4.0? Au moins là il n'y aura plus le débat, vous pourrez juste prendre une de ces cartes mères. Donc ouais, hâte de voir ce que ça donne en tout cas, et surtout le prix qui m'intéresse, voir ce que ça donne aussi. Ensuite, bonjour et bienvenue dans la confusion. Une nouvelle carte graphique Nvidia, enfin en quelque sorte. Vous avez des 1650, non super, hein, juste les 1650. Hein. Je vous rappelle, cette carte assez décevante au niveau PC fixe. Pourquoi? Parce que elle n'était pas plus puissante, pas beaucoup plus puissante que ce qu'il y avait déjà sur le marché. Elle coûtait plus cher et juste, ouais, c'était juste décevant. Du coup, petite nouveauté, c'est qu'il y a des cartes des 1650 qui sortent avec de la GDDR6. Et du coup, elles sont plus puissantes, réellement plus puissantes. Et du coup, on en arrive à une situation où genre, ouais, vous avez 2650 qui existent, plus une 1650 super qui existe, et une des 1650 avec la GDDR6 est plus puissante que la 1650 normale, au point même qu'elle en devient intéressante. Vraiment, elle devient intéressante. Après, il faudra voir les prix. Du coup, ouais, ça devient un peu compliqué tout ça. Donc, j'ai juste envie de dire, Nvidia, please, stop.
Ou alors, c'est peut-être les constructeurs qui ont décidé de le faire. Je sais même pas. Il y a Asus et il y a Colorful qui le font tous les deux. Je pense que ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant parce qu'NVIDIA l'interdisait. Donc peut-être qu'NVIDIA a dit OK, maintenant vous pouvez le faire. Donc je sais pas si c'est NVIDIA qui a lancé un petit peu ça ou plutôt ils ont retiré une restriction sur le fait de faire ça. Mais une chose est sûre, ouais, maintenant ça devient encore plus compliqué parce que vous arrivez, vous êtes en mode oh, je vais m'acheter une carte graphique. Oh, il y a une 1650 ou alors une 1650 mais avec la GDDR6, mais ça a à peine indiqué peut-être dans le nom. Et puis il y a une 1650 Super, donc ça devient compliqué. À mon avis, ce sera, par exemple, Asus semble indiquer dans le nom, Colorful aussi, mais ouais, c'est juste genre, faut arrêter quoi, faut vraiment arrêter. Je suis le seul à vouloir que pour la prochaine génération, Nvidia fasse juste, ok, on va faire une 3090, ok, c'est la 3090, c'est la plus puissante. Ensuite, on a une 3080, c'est la deuxième plus puissante, une RTX 3080. Et puis on a une RTX 2070, une 2060, une 2050, et puis on a une GTX 2040 peut-être. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le ray tracing, ça se voit parce que c'est GTX au lieu de RTX. Et puis plus tard, si on doit faire de la concurrence avec AMD en ressortant une nouvelle carte, eh bien on fait une RTX 2065, une RTX 3075. Et pour les gens, c'est clair comme ça. Vous voyez, c'est plus le chiffre est haut, mieux c'est. Point. Simple et efficace. Pas besoin de s'embêter. Là, le truc, c'est genre, ok, alors, il faut regarder s'il y a GDDR6 dans le nom, ou alors s'il y a Super, c'est mieux. Bah, s'il y a TI, mais pas Super, ça peut être mieux, mais pas forcément mieux, parce que vous avez justement la 1660 Ti qui est mieux que la 1660 Super, mais la 1660 Super est presque aussi puissante pour moins cher. What the fuck, quoi, je vous jure. Ah, c'est pour ça que je dis encore une fois, mais c'est pour ça qu'on a besoin de sites, de news, de tout ça, de chaînes YouTube comme je le fais, parce que quelqu'un qui n'y connaît rien, il regarde ça, il est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je ne comprends rien. Ensuite, on a une petite news au niveau des Ghost Canyon, donc ces fameux petits Intel Nuke, justement, que Intel préparait. Donc je vous rappelle, c'est un ordinateur ultra petit, où ils ont fait un design assez particulier parce qu'en gros, toute la carte mère, y compris la RAM, le processeur et tout ça, sort un peu sous le format d'une carte graphique et rentre dans un châssis comme ça, se met dans un slot PCI Express, et puis vous avez un autre slot PCI Express à côté pour mettre une vraie carte graphique, justement. Du coup, ça vous donne un truc très compact, de la taille d'une boîte à chaussures, vraiment, mais qui a un Core i7 Weaker, enfin un Core i7 Seeker ou un Core i9 Weaker, et surtout, jusqu'à, en tout cas la plus petite carte graphique qui peut rentrer là-dedans, une RTX 2070. Asus notamment en a une en modèle RTX qui rentre spécialement dans ce boîtier que vous voyez ici. Et puis aussi d'autres marques en feront des boîtiers comme ça où vous pourrez mettre carrément des RTX 2080 Ti. Donc c'est très intéressant et du coup bah, on a eu des reviews. Maintenant c'est officiel, il y a toutes les reviews qui sont sorties donc on peut voir ce que ça donne. Alors du coup ça utilise les processeurs mobiles de chez Intel d'ancienne génération, donc c'est les 9000 ici. Après, il n'y a pas d'énorme différence, donc soyons honnêtes, voilà. Et du coup, ben, je ne vais pas montrer toute la vidéo ici, c'est une vidéo de Hardware Canucks, je vous invite à aller vraiment la voir, elle est très intéressante. Je vais juste vous montrer vite fait quelques détails. Bon, ça c'est la page du site. Et notamment, en fait, juste à quel point c'est petit et tout. Donc ça, c'est justement la fameuse carte mère que vous aurez dedans. Donc ça ressemble un peu à une carte graphique. En fait, vous avez un seul ventilateur en mode blower qui aspire de l'air, passe à travers un radiateur, refroidit le processeur. Là-dedans, vous avez d'ailleurs, pour information, deux slots M.2 pour deux SSD. Vous avez deux slots de RAM, donc vous pouvez mettre jusqu'à 64 Go si je me souviens bien, même un petit peu plus. C'est largement suffisant. Et puis après, vous avez cette carte PHY justement dans laquelle la carte mère se slot ici, dans ce slot-là. Ça fait beaucoup de slots. Et vous avez aussi justement un autre M.2 ici refroidi par un énorme radiateur. Et puis après, un PCI Express x16, 3.0 évidemment, et même un x4 à côté. Donc si vous avez une carte graphique single slot, une petite, par exemple une Quadro, vous pourriez avoir par exemple une carte d'acquisition ou quelque chose comme ça. Donc vous pourriez faire un tout petit PC professionnel qui permet de faire de l'acquisition vidéo et tout ça. Ça pourrait être excellent, franchement. Vraiment excellent. Même là, je me dis, en fait, vous mettez
Ouais, une Quadro, single slot, une des Quadro RTX single slot, qui du coup a le nouveau encodeur NVIDIA. Vous mettez une Blackmagic Decklink. Il y en a une avec 4 ports HDMI, donc ça veut dire que vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 sources HDMI. Et puis après, vous avez évidemment la carte mère avec le Core i7 et tout ça. Et en fait, vous vous retrouvez avec un PC, genre un PC de broadcasting et tout ça, hyper puissant, mais qui est tout petit, qui fait la taille d'une boîte à chaussures. Donc ouais, très intéressant. Il y a eu du coup un petit peu de chiffre de performance, tout ça. Il est plutôt bien refroidi, mais évidemment, ne vous attendez pas à des performances incroyables au niveau du refroidissement parce que ça reste petit. Mais c'est mieux qu'un ordinateur portable avec ce genre de processeur. Pourquoi? Ben, ils ont mis un radiateur un peu plus gros. Ils ont moins de restrictions de place, justement. Et puis comme c'est un peu séparé dans le châssis, ça fait un petit peu moins de bruit vu que vous êtes un peu plus loin. Donc c'est toujours bien. Niveau des nuisances sonores, d'ailleurs, ça allait, mais c'était pas le plus silencieux, soyons honnêtes. Mais ça allait encore, franchement. Donc c'est plutôt intéressant. C'est pas comme s'il y avait un sacrifice ici. Le seul sacrifice que je vois vraiment avec cet ordi, c'est le prix. Au niveau du prix, il le montre là. Vous avez la version Core i5 et je tiens à préciser que tous les prix n'incluent. Donc vous avez le boîtier, vous avez, il me semble quand même, enfin vous avez, il me semble justement le boîtier, la carte mère et tout ça, mais vous n'avez pas de RAM, vous n'avez pas de SSD, vous n'avez pas de carte graphique. Donc c'est ce qu'on appelle un bare bone. Donc vous avez pratiquement tout, sauf justement ces 3 trucs-là que je vous ai dit. Et pour ça, le prix pour ça, justement, vous avez le Core i5 9300H qui lui coûte 950 $. Vous avez le i7 qui coûte 1110 $ et le i9 qui vaut 1550 $. Donc ça va être certainement très similaire au niveau prix en euros, même un peu plus cher, justement, vu qu'il n'y a pas les taxes ici. Et c'est beaucoup. C'est relativement beaucoup. Et je suis un peu en mode, c'est intéressant du coup. C'est toujours intéressant. Alors, il y a des gens qui vont être en mode, ouais, il vaut mieux faire un PC Mini-TX. Je dirais oui. Franchement, si vous êtes en mode, je veux un mini PC de gaming très petit et tout ça, faites un PC Mini-TX. Ce sera plus intéressant d'un point de vue prix. Mais il ne faut pas oublier l'existence du secteur professionnel. Pour le secteur professionnel, honnêtement, c'est une assez bonne offre. C'est une assez bonne offre. Vous avez un PC ridiculement petit que vous pourriez même monter derrière un écran, littéralement, juste l'accrocher derrière l'écran. Hop, vous avez un all-in-one, mais genre facilement upgradable et tout ça. Et en plus, ouais, le prix reste contenu pour le marché professionnel. Je dis bien contenu, pas non plus incroyable, hein. Et une versatilité, voilà, ça marche mieux quand je parle mieux, qui est aussi très importante. Vous pouvez mettre une quadro, vous pouvez mettre une carte d'acquisition, vous pouvez mettre une autre grosse quadro ou autre chose, bon, pas trop longue non plus. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, ouais, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez en faire. Mais selon moi, encore une fois, si vous êtes en mode je vais faire un PC gaming Mini-TX, faites-le dans un boîtier Mini-TX. Vous en aurez pour moins cher. Mais si là, vous recherchez justement quelque chose d'encore plus compact, il y a difficilement mieux, en fait, honnêtement. Surtout que l'alimentation intégrée, tout ça dedans, c'est vraiment très, très, très compact. Il y a très peu d'espace perdu là-dedans. Ça se voit quand il le monte l'intérieur. Il y a tout qui est rempli, en fait. Il n'y a pas le moindre vide non utilisé. Il y a même des petits trucs assez intelligents que je trouvais assez intéressants. Notamment, donc ça, ils en montrent des autres, justement. Donc il y a beaucoup de constructeurs, d'ailleurs, qui vont en faire leur propre version. Donc dites-vous que ce ne sera pas le seul boîtier que vous verrez avec justement cette carte mère. C'est un petit peu le but ici. Mais du coup, ouais, le truc intéressant avec le boîtier, c'est que par exemple, il y a une petite grille. Il y a 2 ventilateurs au-dessus pour aider à refroidir. Et cette petite grille ici permet d'empêcher que le câble d'alimentation qui va dans la carte graphique ne percute justement le ventilateur. Donc vous voyez, juste des petits trucs comme ça, assez intelligents. Il est très bien designé en fait. Et l'air de rien, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais les Intel Nuke, c'est un peu un truc que les gens regardent en mode «Oh, c'est pas très intéressant», mais ils sont extrêmement utilisés, ils sont beaucoup utilisés. Et ça, je pense que c'est quelque chose que est spécifique, oui, comme produit, mais qui va plaire à beaucoup de gens. Personnellement, le truc que je ferais avec un mini PC comme ça, vraiment, je le dis encore une fois, mais moi je lui mets justement, je lui mets une des petites quadros avec un bon encodeur NVIDIA. Je lui mets une carte d'acquisition avec plusieurs ports dessus. Et ça devient un mini PC de streaming, en fait. J'utilise même pas le processeur pour streamer, en fait. J'utilise l'encodeur NVIDIA, qui est bien souvent plus performant. Et comme ça me fait un PC qui
au final ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'il ne sera pas vraiment en charge, mais par contre derrière a beaucoup de puissance s'il le faut et surtout est très compact. Ça pourrait être très 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 intéressant. Vous avez même, en réalité, si vous voulez vraiment aller là-bas, vous avez vous avez une marque qui fait une carte d'acquisition en M.2. Genre, je déconne pas. Genre, c'est un slot M.2, enfin, comme un SSD M.2, et vous avez juste un petit connecteur dessus, et c'est un connecteur HDMI. Et genre, après, vous avez une extension, et vous pouvez le brancher, genre, vous pouvez plutôt le mettre sur l'extérieur de votre boîtier. Du coup, on pourrait le faire aussi avec ça, en vrai. Bon, c'est très compact, donc à mon avis, ça passerait pas hyper bien, mais on pourrait le faire. Donc ouais, quoi qu'il arrive, très intéressant, même si c'est pas pour tout le monde. Et enfin, une petite dernière news qui, personnellement, j'étais assez partagé là-dessus. Donc, LDLC va finaliser l'acquisition de Top Achat. Yep, vous n'arrivez pas. Et du coup, je suis assez confus parce que selon moi, Top Achat appartenait à Rue du Commerce. Genre, ils ont souvent exactement les mêmes prix. Et j'avais déjà commandé une fois quelque chose chez Top Achat et c'était venu dans un emballage Rue du Commerce, donc c'est pour dire. Donc je croyais que ça appartenait à Rue du Commerce. Ça devait appartenir à mon avis à Rue du Commerce, mais je savais pas qu'ils étaient aussi séparés quand même. Top Achat existe depuis pas mal de temps en vrai. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça existe depuis les années 2000, donc genre pratiquement 20 ans. L'air de rien, c'est beaucoup sur Internet, hein. Et du coup, oui, Top Achat va les racheter. Plutôt, LDLC va les racheter. Donc ils vont faire partie du groupe LDLC. Alors, mon plus gros problème avec ça, c'est qu'actuellement, vous avez déjà LDLC qui a racheté Matériel.net. Donc, l'un de leurs derniers concurrents au niveau pur hardware, en tout cas, sans aller vers Cdiscount et tout ça, hein, qui sont des sites plus généralistes, hein, qui n'ont pas juste du hardware, ils ont des TV, de l'électroménager. Donc, sans aller là-dedans, bah, ils sont en train de racheter leur dernier vrai concurrent, soyons honnêtes, hein. Leur dernier vrai concurrent, en vrai, va être peut-être Amazon, mais encore une fois, Amazon fait un peu de tout. Euh, donc vous pourriez argumenter que c'est peut-être une bonne chose justement là-dessus, parce que plutôt que d'avoir plein de petits sites qui se battent entre eux pendant qu'Amazon domine tout, il vaudrait mieux que justement ce soit rassemblé et qu'il y ait une vraie concurrence. Mais il y a aussi l'argument de justement de regarder ce qui s'est passé avec Matériel.net. Et il y a beaucoup de gens qui le disent. Dans les commentaires, on voit un petit peu les réactions justement. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. C'était pas sur ce site-là que j'avais vu les commentaires, mais et j'ai été voir justement un petit peu. Et Matériel.net a toujours ce qui fait que c'est Matériel.net, donc par exemple un bon support technique et tout ça. Mais ils ont, en fait, les prix sont alignés avec LDLC. Vous voyez, ils font pas de concurrence à LDLC, ce qui est logique, parce que c'est leur maison mère en quelque sorte. Donc, ça veut dire que Top Achat, qui était souvent moins cher qu'LDLC, hein, si vous vous souvenez, va aussi bien devenir à peu près le même prix qu'LDLC en fait. Peut-être même qu'ils les ont rachetés pour récupérer les clients qui allaient chez Top Achat, vous voyez. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Une chose est sûre, ça va certainement faire bouger des choses, pas forcément positivement, encore une fois, peut-être que aussi bien les prix chez Top Achat vont augmenter, être les mêmes que chez LDLC, basiquement, et du coup, on va avoir une situation où Amazon reste moins cher et LDLC est plus cher, mais avec un meilleur support technique qu'Amazon. Après, ça dépend, parce que certains trucs chez Amazon sont quand même mieux faits. Genre la politique de retour chez Amazon est beaucoup plus rapide, notamment, comparé à LDLC. Et plus, genre, chez Amazon, vous pouvez commander quelque chose, vous ne l'aimez pas au bout de 20 jours, vous pouvez toujours le faire renvoyer. Chez LDLC, c'est au bout de 14 jours max. Donc, vous voyez qu'il y a des différences comme ça. Mais ça va faire bouger les choses certainement. Ce que j'espère, quoi qu'il arrive, c'est qu'il laisse cette liberté à Top Achat d'être moins cher, qu'il fasse un petit peu genre Matériel.net, c'est un peu notre top du top niveau qualité, puis on a LDLC qui reste très bon, et puis Top Achat, c'est un peu notre entrée de gamme, même s'il reste très bon. Et comme ça, en fait, ils ont cette trinité un petit peu qui marche ensemble et que ils gardent justement les prix intéressants chez Top Achat. Si c'est pas le cas, qu'ils augmentent les prix chez Top Achat, ça va vraiment être dommage. Parce que personnellement, j'ai souvent recommandé de commander chez Top Achat parce que c'était réellement moins cher, quoi. Et en plus, je trouvais que leur configomatique était mieux fait que l'équivalent du configomatique chez LDLC. Les sites vont rester séparés d'ailleurs. Les sites vont avoir toujours leur design propre à eux. Ça se voit, Material.net est très différent au niveau design que LDLC, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais c'est juste, ouais, les prix
et ce qu'ils vont faire du site qui, personnellement, je me pose des questions. Donc ouais. Après, c'est toujours mieux ça que si c'était Amazon qui avait racheté, parce que si c'était Amazon, c'est sûr et certain que c'était pour éliminer la concurrence. Et là, ouais, là, c'est juste... J'aime bien, enfin, personnellement, évidemment, j'aime bien les prix intéressants sur Amazon. Je fais même des liens affiliate Amazon dans mes descriptions, parce que ça me permet de justement avoir des revenus. Et j'avais essayé d'utiliser ceux de LDLC pendant une période de temps avant Amazon, et comme je vous l'avais dit, je n'avais rien gagné chez LDLC. Genre 0 €. Malgré que LDLC enregistrait que beaucoup de gens cliquaient sur les liens. Mais bizarrement, personne ne commandait. Même des fois où j'avais mis des liens pour des trucs qui étaient moins chers qu'Amazon. Vous voyez, genre vraiment, il y avait des moments où c'était moins cher qu'Amazon sur un site réputé français et personne n'avait commandé comme par hasard. Et ouais, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis en mode, j'aimerais bien utiliser un acteur français ou un acteur local plutôt qu'Amazon, parce qu'Amazon, soyons honnêtes, la raison pour laquelle ils cassent les prix, c'est parce qu'ils exploitent les gens et que ils cassent les prix en fait. Euh, donc je préfère soutenir un acteur français. Mais si après l'acteur français fait ce genre de truc chez moi ou n'est pas, enfin, fait n'importe quoi avec ses liens affiliates, parce que peut-être que je ne touchais rien parce que j'avais des liens affiliates belges et que ça ne comptait pas les Français. Vous voyez, par exemple, il y avait une connerie comme ça, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, je me suis un peu écarté du sujet, mais ouais, j'espère que ça va bien se passer, que dans 6 mois, on regarde ça en se disant oh, on avait peur, mais finalement, Top Achat a toujours des bons prix, ils ont même plus de stock parce qu'il y a le DLC derrière, et que tout sera nickel. Bon, peut-être que j'espère un peu de temps. Ok, un dernier truc, c'est les news de la chaîne justement. Donc, on a quelques news, notamment, j'avais une news sur, je vous l'avais parlé plusieurs fois, sur le fait de faire un système de soutien sur la chaîne. Il y en avait déjà un, mais en gros, en faire un avec un grade à 1,99 €, 5 €, enfin 4,99 €, puis tous les grades un petit peu comme Twitch, similaire, et faire un petit peu un système où je donne les vidéos à l'avance pour ceux qui soutiennent la chaîne, et ça permet de justement, s'il y a des corrections à faire pour la version publique plus tard, ça fait des corrections. Donc un peu comme Floatplane chez justement Linus Tech Tips. Et j'ai pas mal regardé à ça, et malheureusement, YouTube fait de la merde. En gros, actuellement, l'API YouTube, l'API qui permet de programmer justement des applications externes en utilisant des données de YouTube, ne permet pas d'identifier le niveau de sponsoring de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un prend un sponsor chez moi, donc il prend celui à 4,99 € et qu'il y en a d'autres qui ont un à 1,99 €, je ne pourrai pas voir qui a pris quoi. Je peux juste voir qu'ils l'ont pris, mais je ne sais pas voir qu'est-ce qu'ils ont pris. Et si je veux voir, je dois les voir manuellement. Et ça, c'est problématique évidemment, parce que vous voulez un truc automatisé. Vous voulez quelque chose de programmé qui s'automatise comme ça. Rien qu'un truc tout bête, maintenant sur Discord, si vous avez des sub-Twitch, vous pouvez voir, ils sont séparés en plusieurs grades selon le niveau de sub-Twitch. Par exemple, maintenant, moi, je peux voir sur mon Discord sponsor, qui est mon Discord où je mets aussi mes sub-Twitch pour ma chaîne gaming, je peux voir qu'il y a autant de personnes dans le grade 4,99 €, et puis il y a autant, enfin c'est le tier 1 comme il s'appelle, j'en vois autant dans le tier 2 et puis autant dans le tier 3. Et du coup, si je veux donner un avantage spécifique au tier 1, ça va, je peux le faire. Au tier 2, je peux le faire. Au tier 3, je peux le faire. Ici, je peux pas. Donc ça perd l'intérêt de faire du multi-niveau. Vous voyez. Et du coup, le seul intérêt maintenant, c'est de faire juste, basiquement, on peut toujours garder le multiniveau, mais en gros, tout le monde a les mêmes avantages. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas tellement un problème, comme ça tout le monde a la même chose, c'est plus d'égalité et tout ça, mais le truc, c'est un peu problématique parce que il y a des trucs que je peux faire quand il y a moins de gens, vous voyez. Il y a des trucs que je peux faire qui sont gérables quand il y a 10 personnes, 20 personnes qui ont pris un sub-Twitch de niveau 3. Mais si je donne le même avantage à tout le monde et qu'il y a 100 personnes qui ont le tier 1, le niveau 1, ça devient ingérable. Et du coup, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus parce que ça devient ingérable. C'est un peu comme sur ma chaîne gaming, j'avais fait un serveur survie et j'avais limité au sub Twitch. Et le truc, c'est que même déjà avec juste en limitant au sub Twitch, ça prenait pas mal de temps à gérer parce qu'il fallait contrôler que tout le monde était par Ekiku. Il fallait vérifier qu'il n'y avait pas de problème sur le serveur et ça prenait pas mal de temps. Heureusement, j'avais une équipe de modération très active qui m'a beaucoup aidé.
mais ça prenait quand même du temps. Au point même que j'ai pas envie de le refaire parce que c'était compliqué. Du coup, c'est pour ça que dans ce genre de cas-là, vous êtes en mode, OK, maintenant le serveur, je vais plutôt le mettre au grade au-dessus pour qu'il y ait moins de gens, pour que ce soit plus gérable, justement. Donc ouais. Du coup, je peux pas faire ça parce que YouTube n'a pas l'API qu'il faut. Donc ouais, je suis assez déçu parce que j'étais en train de réfléchir justement à différents niveaux et tout ça. Et maintenant, je suis en mode, ben, je vais toujours le faire, hein, mais je vais plutôt prévoir un seul niveau. Je vais toujours laisser les autres niveaux pour ceux qui en ont qui sont en mode, ah, j'ai envie vraiment de soutenir. Mais tenez compte que je ne pourrai pas, on va dire, le faire efficacement, de vous donner quelques trucs en plus. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage de voir YouTube mettre en place des trucs comme ça et puis juste à côté derrière, ne littéralement pas donner les outils qu'il faut avec. Vous voyez, c'est vraiment, c'est, tenez, on vous donne ce truc méga cool, mais en fait ça ne marche à moitié. Et vous êtes en mode, ah, c'est vraiment décevant. Donc ouais, je prévois toujours, quoi qu'il arrive, il faut que je prenne de l'avance sur mon cycle de sortie de vidéo, toutefois, pour justement sortir. J'ai envie de sortir au moins quelques jours à l'avance, voire une petite semaine à l'avance les vidéos. Pas toutes les vidéos. Il y a certaines vidéos qui sortiront toujours en même temps, notamment, enfin en même temps, juste qui sortiront, quoi. Quand elles doivent sortir, par exemple les Texama Show, je peux pas faire, je peux pas deviner l'actualité d'une semaine à l'avance et puis faire une vidéo une semaine à l'avance, vous voyez. Donc ouais, il y aura toujours des choses qui seront toujours, ouf, quand c'est nécessaire que ce soit à ce moment-là, ce sera toujours à ce moment-là. Mais par exemple, d'autres petites vidéos, je pourrais les faire à l'avance. Ça me permettra, comme je dis, d'améliorer la qualité vraiment parce que j'aurai déjà des premiers retours. J'aurai déjà des gens qui disent, ah, t'as fait une faute d'orthographe là. Ça, c'est un peu bizarre là. T'aurais dû mieux préciser ça. Et je peux faire des retouches, vous voyez. Je peux améliorer vraiment la vidéo. Et puis quand elle sort pour le public, pour, pour tout le monde, elle est meilleure littéralement. Donc ouais. Et puis moi, ça me permet de justement soutenir et d'engager même des personnes pour améliorer des choses que je ne sais pas faire. Par exemple, je suis nul pour créer tout ce qui est graphisme et tout ça, donc je peux engager plus facilement un graphiste pour faire des meilleurs graphismes pour la chaîne, vous voyez, des meilleurs overlays, des meilleurs trucs. Et ça améliore globalement les qualités de vidéo. Donc ouais, je regarde encore à ça, quoi qu'il arrive. Il faut que je prenne mon cycle de production pleinement. Il faut que je me mette vraiment dedans. Le problème, c'est que j'ai la chaîne gaming à côté. La chaîne gaming prend pas mal de temps. La chaîne Twitch aussi, ça prend pas mal de temps. C'est un peu le problème. C'est gaming, Twitch, tech. Je suis en mode, c'est beaucoup de trop pour une seule personne. Vraiment. Si on veut avoir une bonne qualité et rester raisonnable. Parce que, oui, je pourrais juste faire des petites vidéos en mode, ah, unboxon, je sais pas moi, un disque dur. Ah, oui, d'ailleurs, ça c'est notre news, on y arrive justement après. Mais bon, bref. Justement, tant que j'y étais, ce disque dur. Donc le NAS, petite réflexion, enfin, petit retour là-dessus. Donc oui, j'utilise un de ces modèles 3 Tera. Les modèles 3 Tera ont beaucoup de problèmes pour information, mais j'ai acheté ces disques durs il y a 3 ans et il y a 3 ans. On ne savait pas qu'ils avaient autant de problèmes. C'est surtout les Seagate qui avaient été vraiment... Les Seagate, il y avait certains disques de 3 Tera de chez Seagate ont un taux de retour, je ne déconne pas, de plus de 30%. C'est juste... Pouah, c'est vraiment abusé. Western était moins touché, mais par exemple, ce disque-là en particulier, j'avais vu un endroit où ils en avaient pas mal, justement. Ils avaient un petit peu des taux de retour. Ils avaient un taux de retour, un taux de failure plutôt, donc un taux de disques durs qui finissent par rendre l'âme, littéralement, de 10%. C'est pas ce qu'il y a de mieux, soyons honnêtes. Un disque dur classique a un taux de maximum 4% pour information, donc c'est quand même beaucoup plus haut. Mais on n'est pas au niveau de Seagate, ça c'est sûr. Et pour information, ça concerne surtout les modèles 3 Tera. Il y avait quelqu'un qui disait que c'était parce que genre, Western Digital fabriquait les disques durs et puis c'était en mode ah, celui-là il est moins bon, donc on va mettre pouf, une étiquette. C'est un Western Digital Red maintenant. Il disait que les Red justement étaient moins bons. Mais le truc c'est non, le truc c'est que non, Western Digital il fabrique un disque dur pour qu'il soit ce disque dur là, vous voyez. Donc la différence, la raison pour laquelle ils sont moins bons certainement, c'est parce que les techniques justement de fabrication étaient moins bonnes pour tous les disques 3 Tera, mais que par exemple pour les Western Digital Black c'était un petit peu mieux parce que bah, peut-être que ils faisaient dans leur meilleure usine, parce qu'il faut tenir compte qu'ils ont des usines un peu partout dans le monde, et peut-être que ça il a été fabriqué en Thaïlande, peut-être que l'usine de Thaïlande venait d'ouvrir voilà quelques années et qui sont pas encore au standard des autres usines. Il y avait aussi justement le fait que, comme c'était des 3 Tera, il me semble qu'ils utilisaient 3 plateaux de 1 Tera, si je me souviens bien, et peut-être que cette configuration n'était pas optimale et tout ça.
une chose est sûre, c'est pas comme les processeurs. Vous voyez, quand ils fabriquent un processeur, les fabricants de processeurs, ils fabriquent leur meilleur processeur possible. Et ceux qui sont en partie défectueux, ils essayent de les recycler en désactivant des parties dessus, par exemple des cœurs. Mais les disques durs, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas juste fabriquer un disque dur et puis être en mode oh, il y a un des plateaux qui ne marche pas. Bon, on le désactive et ça devient un disque dur d'1,5 Tera. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous fabriquez un disque dur pour qu'il soit exactement ce qu'il doit être. Et s'il ne marche pas, vous le recyclez, littéralement, directement. Genre, vous reprenez les matériaux et vous en refaites des nouveaux avec. Donc, ouais, tenez compte de ça. Je trouvais un peu bizarre ce commentaire. Mais c'est une chose est sûre que, oui, les disques de 3 Tera en particulier ont des problèmes. Ça a dû être réglé en partie depuis le temps, mais ils ont des problèmes au niveau de leur taux justement de disques qui finissent par mourir prématurément, quoi. Pour le moment, j'en ai 5, comme j'ai dit, j'en ai remplacé un du coup. Les 4 autres ont l'air d'être toujours bons. Donc je vous tiendrai informé. D'ici là, de toute façon, je devrais avoir le nouveau NAS, j'espère. Je suis toujours en train de voir pour avoir les disques durs. Mais ouais, quand j'aurai le nouveau NAS, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas des disques de 3 Tera, ce sera au minimum 4 Tera. Les 4 Tera sont pas trop mal. Et ce que j'aime bien avec les 4 Tera, c'est que c'est ceux qui sont les plus intéressants au niveau prix. Parce que vous passez d'1 Tera. Il coûte genre 50 €, si je me souviens bien. Vous passez à 2 Tera, c'est un peu plus cher. 3 Tera, un peu plus cher. 4 Tera, un peu plus cher. Il y a un moment où passer au supérieur coûte pas juste un peu plus cher, ça coûte beaucoup plus cher. Et j'ai l'impression que c'est en ce moment, enfin ça fait un petit moment que j'avais plus regardé, donc j'irai revoir. J'ai l'impression que c'est quand vous passez de 4 Tera à 6 Tera, parce qu'il y a des disques de 5 Tera, mais encore une fois, évitez les disques impairs, parce que c'est là souvent qu'ils ont des petits problèmes. Ceux de 6 Tera sont vraiment beaucoup plus chers. Et du coup, vous êtes en mode, non, 4 Tera, ça me suffit amplement. Donc ouais, quoi qu'il arrive, je suis en train de regarder à ça. Je suis en train de regarder aussi à faire un mini NAS du pauvre avec des pièces vraiment pas chères. On peut faire un mini NAS avec des anciens disques durs et un Raspberry Pi notamment. Et c'est vraiment économique par rapport à un NAS classique. Et ça permet d'avoir quand même un bon petit stockage, hein. Et puis surtout d'avoir un stockage sécurisé. Parce que du coup, il y a 2 disques, il y a de la redondance. Et ça, c'est le plus important. Mais bon, dans tous les cas, ça arrive. En parlant d'arriver d'ailleurs, il y a évidemment je prévois plusieurs vidéos. Avec le confinement, j'avais vu avec certaines marques pour avoir des produits à l'avance. Donc, j'ai des vidéos qui vont arriver là-dessus. Notamment, il y a un petit peu de périphérique. Ça, c'est la Chakram de chez Asus. C'est une souris sans fil avec un joystick. C'est plutôt intéressant. J'ai aussi une souris de chez Corsair. C'était la Dark Pro RGB qui est aussi une souris sans fil. J'ai plein de souris sans fil. Au point même, dites-le moi, est-ce que vous voulez voir une vidéo comparaison de souris sans fil? Genre, là, rien qu'à côté de moi, j'en ai déjà 3 là. J'en ai partout. J'en ai déjà 3. J'ai aussi la G. Alors, du coup, j'ai la G502 sans fil. J'ai la Gladius 2. J'ai la G933. J'ai justement la Chakram. Et j'ai celle de chez Corsair. Du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, bref, 5 ou 6 souris sans fil à comparer et voir un petit peu, selon moi, le plus intéressant, c'est les différences. Vous voyez, les différences de fonctionnalité. Parce que, honnêtement, elles sont toutes excellentes au niveau du capteur. Genre, maintenant, les souris sans fil gaming, en tout cas, genre, vous branchez un câble dedans, vous voyez pas de différence. À part si vous êtes un pro player CSGO, là, vous verrez une petite différence. Mais honnêtement, pour le commun des mortels, vous ne voyez pas de différence avec une souris filaire, hein. Maintenant, les capteurs sont réellement excellents. La latence est excellente. Donc ouais, si vous voulez voir justement une comparaison, dites-le moi, plutôt que de voir forcément des reviews individuelles, parce que j'aime bien faire des reviews de périphériques, mais faire que des reviews de périphériques, ça devient un peu beaucoup, hein, quand même. Alors imaginez, tous les X jours, je sors une vidéo sur une souris, ce serait un peu embêtant. Et j'ai aussi des vidéos sur du Wi-Fi 6.0 et du Wi-Fi en mesh, ça c'est plutôt intéressant. J'ai aussi du contenu sur le streaming qui arrive. J'ai aussi du contenu Linux, évidemment. Ça, c'est une vidéo que je voulais vraiment bien faire parce que je n'ai pas envie de faire d'erreur dessus. Et j'ai surtout, parce que la prochaine vidéo sur Linux, c'est celle où je vais vraiment montrer aux gens comment l'installer. Et j'ai pas envie de faire le moindre truc où ça pourrait porter à confusion, que les gens vont faire une connerie avec. Parce qu'il y a possibilité de foutre en l'air son installation Windows, en tout cas, si on ne fait pas attention. Après, il faut vraiment pas faire attention. Mais je tiens à moi faire
tellement attention que derrière, ce sera vraiment pas de ma faute si ça arrive, parce qu'il y a des gens qui, des fois, sont juste « Oh, je regarde vite fait la vidéo, j'écoute rien et je fais moi-même. » Il y a des gens comme ça, hein, mais il faudrait vraiment, vraiment merder pour y arriver à ce point-là. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi et pour les news de la chaîne. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.